Donc bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur la situation de l'activité entrepreneuriale en France. Donc c'est une présentation qui va nous permettre d'échanger sur le rapport que nous venons de publier dans le cadre du Global Entrepreneurship Monitor. Autour de cette présentation, nous avons associé Sylvie Bonello, déléguée générale de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. La Fondation MMA est partenaire du LABEX Entreprendre depuis de nombreuses années, notamment à travers les actions menées par le professeur Torres sur la santé des entrepreneurs, et nous a rejoint cette année sur le Global Entrepreneurship. Nous avons également le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Gerbeau-Grimoin, qui est la fondatrice avec Yann Papasratis de Procréa, qui est le congrès des acteurs et qui est un événement qui associe depuis son origine, depuis 2008, le LABEX Entreprendre. Donc on est ravis également de ce partenariat. Autour de moi, les membres de l'équipe du Global Entrepreneurship Monitor France. Tout d'abord, Sophie Casanova, qui est responsable de l'étude NES et qui est spécialiste d'entrepreneuriat, et Justine Valette, qui est responsable de l'équipe APS. On aura l'occasion de revenir sur ces acronymes. Je tiens à excuser notre collègue Franck Lache, qui avait un empêchement important familial qui ne nous permet pas d'être aujourd'hui avec nous ce soir. Ce webinaire bénéficie bien évidemment du soutien de nos partenaires, Montpellier Business School, Montpellier Management, la Fondation MMA des entrepreneurs du futur et bien évidemment le LABEX Entreprendre, que nous remercions, en particulier son directeur Jean-Marie Courinte. Donc je vais tout de suite donner la parole à Justine Valette pour revenir sur ce qu'est le Global Entrepreneurship Monitor. Bonjour à tous. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, le Global Entrepreneurship Monitor est un consortium international d'équipes de recherche qui existe depuis maintenant plus de 24 ans. Donc, nous avons compilé 24 ans de données un petit peu partout dans le monde. Au fil des ans, il y a plus de 115 pays qui ont participé à l'étude, ce qui représente un peu plus de 300 établissements universitaires et de recherche. Globalement, chaque année, les pays qui participent à l'étude vont mener 2 enquêtes. Une première enquête nommée APS, qui est en fait à destination de la population adulte d'un pays. L'objectif en fait est de questionner largement un échantillon représentatif de la population sur la valorisation de l'entrepreneuriat, les déterminants de l'acte d'entreprendre et plus généralement l'activité entrepreneuriale dans le pays. La deuxième enquête, l'enquête NES, est une enquête qui, elle, va s'adresser à un nombre restreint d'experts de l'entrepreneuriat qui gravitent autour de l'écosystème, qui vont avoir plusieurs expertises, le financement, la mise en place de programmes publics, la R&D, etc. Et l'objectif est d'avoir une photographie de l'écosystème entrepreneurial du pays, à la fois dans le temps et à la fois avec une vision comparative par rapport à tous les autres pays représentant le GEM. Donc aujourd'hui, on est quelques-uns pour vous présenter ce rapport, mais l'équipe GEM est plus fournie. Nous sommes effectivement 9 chercheurs issus de Montpellier Management ou de Montpellier Business School, et tous réunis au sein du LABEX Entreprendre de l'Université de Montpellier. Merci Karim. Merci Justine. Nous allons démarrer cette présentation et cette discussion par un focus sur l'écosystème entrepreneurial. Ce qu'on peut noter, c'est ce qu'on a retenu en termes de synthèse, c'est que l'écosystème entrepreneurial français est aujourd'hui assez favorable, avec des points faibles, mais aussi des points d'amélioration. L'intérêt du GEM, c'est d'avoir une étude comparative, et donc à la fois d'apprécier les efforts, les améliorations au niveau national, mais de les mettre en perspective avec ce qu'on peut observer au niveau international. Donc la position de la France est une position, on serait tenté de dire moyenne par rapport aux pays du G7 ou aux pays les plus riches, 13e en 2021, 18e en 2022, et on va dire avec un score, puisqu'il y a un index qui permet de mesurer le niveau de l'écosystème entrepreneurial, on va dire un score qui est resté stable par rapport aux années passées. Alors, il faut prendre de la hauteur et mettre ce résultat par rapport à l'évolution du contexte économique plus général, avec des éléments, on va dire, très positifs, puisque la croissance suite à la sortie de la crise sanitaire a été positive, autour de 2,6%. Le taux de chômage a connu un niveau les plus faible depuis quasiment ces 40 dernières années. Pour autant,
On a vu un retour de l'inflation, des problématiques d'approvisionnement liées aux différentes crises géopolitiques qui ont marqué la période. Alors l'intérêt de l'étude, c'est de pouvoir analyser bien évidemment plus finement les caractéristiques et les composantes de l'écosystème entrepreneurial. C'est vraiment, on va dire, tempéré, puisqu'il y a à la fois des éléments sur lesquels la France est très en retrait par rapport aux autres pays. C'est le cas notamment des éléments relatifs aux normes culturelles et sociales en lien avec l'entrepreneuriat. On peut penser à la créativité, à la prise de risque, à l'autonomie. Et ces éléments sont à mettre en relation aussi avec les pratiques de promotion de l'entrepreneuriat, notamment au niveau du primaire et du secondaire. Et là, la France fait partie des, on serait tenté de dire, des mauvais élèves, dans le sens où effectivement les pratiques ne valorisent peut-être pas suffisamment l'esprit d'entreprendre des plus jeunes. Donc des efforts sont sans doute à réaliser dans ce domaine. L'autre point fort, majeur, il tient à l'accès au marché, où les jeunes entreprises et les entreprises petites ont une difficulté à accéder à un certain nombre de marchés, en particulier à la commande publique. Les décideurs publics sont bien évidemment sensibles à ces questions, mais la France reste en retrait par rapport aux autres pays. Alors, si on veut avoir un regard un peu plus positif sur l'écosystème entrepreneurial, les éléments qui ressortent, c'est tout d'abord la politique d'entrepreneuriat à destination des jeunes et en particulier des étudiants. Il y a quasiment 10 ans, la France organisait les assises de l'entrepreneuriat qui avaient conclu et abouti à la création des pôles entrepreneuriat étudiants et du statut d'entrepreneur étudiant. Et on voit que finalement, l'investissement, l'engagement qui a été réalisé dans ce domaine a réellement porté ses fruits. Alors, nous avons consacré un focus justement à l'entrepreneuriat des jeunes et nous verrons effectivement que l'activité entrepreneuriale des plus jeunes a progressé de façon très positive. L'autre point très fort et qui est révélateur finalement d'un engagement structurant et durable des politiques publiques, c'est les efforts qui ont été engagés en termes de politique d'entrepreneuriat et d'innovation depuis quasiment une trentaine d'années, qui permet aujourd'hui d'avoir un écosystème de l'accompagnement entrepreneurial qui est particulièrement riche. Alors bien évidemment, on peut toujours voir des points d'amélioration. Les actions comme CapCréa soulignent le fait que seuls aujourd'hui 20% des porteurs ou des créateurs sont accompagnés, mais en tout cas, nos experts mobilisés mettent en lumière finalement cette expertise. Autre point fort, c'est en lien avec la question précédente, c'est l'accès au financement qui ne constitue plus réellement un problème pour un certain nombre de porteurs de projets. Et on serait tenté de dire là aussi que le choc de simplification qui avait été engagé, alors là aussi sur différentes mandatures, a porté ses fruits, puisque on a le sentiment effectivement par rapport à d'autres pays que les formalités, en tout cas notamment au moment de l'émergence, ont été réellement simplifiées et permettent un lancement d'activités, on va dire, assez rapide et assez simple pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Alors, ça nous amène à peut-être lancer d'ores et déjà le débat et à inviter peut-être, on va peut-être donner la parole à Marie-Hélène Gerbeau-Grimoin qui a développé, on va dire, une expertise sur l'écosystème entrepreneurial, puisque Procréa, c'est aussi un des temps forts de l'écosystème. Est-ce que tu considères finalement que ces évolutions, en tout cas les perceptions qu'en ont eu les experts, correspondent assez bien à ce que tu as pu toi-même observer? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Il est clair que à la lecture comme ça de la slide précédente et sur les notes, je nous trouve les experts extrêmement durs avec nous-mêmes, puisqu'on se met à peine la moyenne, puisque visiblement, donc l'enquête nous note à 5,1 sur 10. C'est une toute petite moyenne, même si visiblement elle est supérieure à celle des autres pays du G7. Alors oui, il y a eu plein de choses qui se sont passées ces dernières années et plein de choses qui vont dans le bon sens, nous semble-t-il.
Donc, effectivement, moi, ce qui est souligné, l'entrepreneuriat étudiant, c'est une évidence. C'est vrai que ça fait partie des révolutions qu'on a constatées au cours des dernières années. J'ai une longue carrière maintenant, donc de nombreuses années. Et c'est vrai qu'au début, il y a plus de 20 ans, quand on accompagnait les jeunes, quand on accompagnait les créateurs, on dissuadait les jeunes. Donc, c'est une politique qui a radicalement changé. On leur disait, faites-vous d'abord une expérience, faites-vous un réseau, mettez de l'argent de côté avant de créer. Aujourd'hui, on a complètement inversé les choses, hein, et c'est à mieux parce qu'on voit que ça porte aussi ses fruits sur le reste des chiffres, hein, et des évolutions de l'entrepreneuriat. Les jeunes nous ont obligés aussi à être plus ludiques, plus fun dans nos accompagnements. Et effectivement, ça a poussé énormément d'évolutions en matière d'accompagnement entrepreneurial. Les infrastructures et la simplification administrative, c'est une évidence également. Bon, il y a beaucoup de choses depuis la SARL à 1 euro. Alors là, on parle de il y a 20 ans, mais juste en passant par le statut de l'auto-entrepreneur, devenu micro-entrepreneur, etc. Il y a de multiples évolutions qui sont très favorables. L'accès au marché reste bien évidemment difficile et s'il y a des accompagnants parmi les participants, il sera peut-être intéressant de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour permettre un meilleur accès au marché, parce que ça, c'est une évidence, c'est l'un des grands points qui nous paraît aujourd'hui être problématique dans l'accompagnement des porteurs de projets. Je vais peut-être en rester là parce que sinon tu ne vas pas m'arrêter. Très bien, merci Marie-Hélène. Sylvie, l'intérêt de la Fondation Anema des entrepreneurs du futur, c'est aussi d'une certaine façon d'être un peu un observatoire des territoires. Et finalement, qu'est-ce que vous pensez de ce regard porté sur l'écosystème entrepreneurial? Est-ce que c'est convergent avec votre représentation? Sylvie, je ne sais pas si vous nous entendez. Je pense qu'on a un petit souci de... Oui, Sylvie. Bonsoir à tous. Et merci également de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Effectivement, nous qui sommes beaucoup sur le terrain, je pense comme Marie-Hélène, effectivement, qu'on est un peu sévère. La note est un peu sévère par rapport à la dynamique entrepreneuriale en France. Je me retrouve bien dans les points positifs. Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, tout à fait. On a également, nous, des études en parallèle. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, notamment par rapport à l'entrepreneuriat féminin et notamment, par exemple, en ce qui concerne l'accès au financement, la simplicité, etc. Et là, on retrouve aussi beaucoup de convergence avec votre étude. Donc, globalement, je m'y retrouve bien. Et finalement, comme je retrouve, moi, sur le terrain, une forte dynamique entrepreneuriale, je perçois moins les difficultés qui sont notées ici, en fait, comme étant des freins qui expliqueraient la note de 5. Voilà. Oui. Alors, c'est sûr que la note peut paraître un peu sévère. Après, c'est une moyenne d'un grand nombre d'indicateurs, mais après, c'est l'intérêt du comparatif. Quand on relativise, ça reste quand même une note qui est favorable, mais ça permet de voir effectivement qu'on a l'impression de cette dynamique, mais pour autant, les autres pays sont parfois un peu plus dynamiques et vont peut-être un peu plus vite que nous sur un certain nombre des sujets qui sont traités. Ouais. Oui, effectivement, la note, elle doit se voir par rapport aux autres pays aussi, oui, effectivement. Très bien, merci. Alors, on va aborder à présent, et Sophie va mettre en lumière l'activité entrepreneuriale en France. Merci, bonjour à tous. Alors, l'activité entrepreneuriale en France, je vais d'abord faire un petit récap aussi de la façon dont GEM aborde cette activité entrepreneuriale, parce que c'est quand même au cœur du modèle du Global Entrepreneurship Monitor. Et elle se modélise en un processus en 3 temps. Le premier, c'est l'intention entrepreneuriale. Donc, ça part de l'intention entrepreneuriale, c'est-à-dire toutes les personnes qui souhaitent ou qui émettent le souhait de créer ou de reprendre une entreprise.
puis l'activité entrepreneuriale et enfin la sortie entrepreneuriale, c'est-à-dire les personnes qui ont exercé une activité entrepreneuriale et qui en sont sorties. Et dans cette activité entrepreneuriale, GEM distingue deux types de profils, des entrepreneurs émergents, c'est de cette manière qu'il calcule en fait le total de l'activité entrepreneuriale émergente. C'est une forme, un moyen de déterminer aussi la dynamique entrepreneuriale d'un pays et les entrepreneurs établis. Alors, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la France? Le premier constat, c'est une intention entrepreneuriale élevée, très élevée, qui est en croissance d'année en année. Bon, là, vous avez les résultats de 2022, donc on est à 19% d'intention entrepreneuriale, et cette intention entrepreneuriale, elle est supérieure à l'intention de la moyenne des pays du G7, donc c'est quand même notable. Et même si, évidemment, c'est difficile d'interpréter ces résultats et d'interpréter cette évolution de l'intention entrepreneuriale, on peut émettre des hypothèses sur cette évolution, notamment des politiques publiques qui sont de plus en plus favorables à l'entrepreneuriat, des dispositifs d'accompagnement, de formation, et aussi une forme de valorisation de l'entrepreneuriat dans les médias et dans toutes sortes de médias. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est aussi du coup un taux d'activité entrepreneuriale émergent qui est relativement élevé. Alors là, sur le graphique, vous voyez qu'il est inférieur à la moyenne des pays du G7, mais néanmoins, il est de 9% et c'est un taux qui est plutôt élevé au regard de la situation géopolitique, économique sur l'année 2022, qui n'a pas été une situation tout à fait favorable pour entreprendre. Et enfin, ce qu'on constate, c'est que le taux des entrepreneurs établis, lui, est relativement faible. En tout cas, la position de la France par rapport aux pays du G7 est en deçà de la moyenne. On est aux alentours de 3%, quand, par exemple, les États-Unis, qui sont en première position, eux, sont à 9%. Donc, on va sortir de la comparaison internationale, merci Karim, et du coup, rentrer dans une comparaison plutôt interrégionale. Donc là, vous avez deux éléments d'information sur cette diapo. Le premier élément d'information, c'est le taux d'activité entrepreneuriale émergent. Et enfin, il est mis en rapport avec l'évolution du nombre de créations d'entreprises selon l'INSEE. Donc, vous avez cette évolution qui est matérialisée par les couleurs bleu et rouge, bleu étant une évolution positive du nombre de créations et rouge étant une évolution négative. Donc, on constate que certaines régions ont des taux d'activité entrepreneuriale émergente proches de la moyenne nationale, mais connaissent par ailleurs une évolution négative du nombre de créations d'entreprises. Et quand même deux informations qui sont notables sur cette carte, ce sont les deux régions qui sont aux extrémités du continuum. La première région, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a un taux d'activité entrepreneuriale très important, qui est le plus important de ce panel, de 12,63%, et qui connaît aussi de manière assez logique le nombre de créations d'entreprises le plus fort entre 2021 et 2022, et à l'inverse, la région Normandie qui connaît le taux d'activité entrepreneuriale le plus faible avec une évolution négative sur ces 2 années. Alors, pour terminer sur cette activité entrepreneuriale, on a décidé de faire un petit focus sur les déterminants, c'est-à-dire les déterminants qui peuvent motiver les créateurs et les créatrices d'entreprises à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, la principale motivation entrepreneuriale, c'est la recherche d'autonomie et d'indépendance, mais cette motivation étant partagée par la quasi-totalité des entrepreneurs émergents, cet item a été écarté de l'étude pour mettre en avant d'autres indicateurs qui pouvaient constituer des facteurs de motivation pour la création d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on constate? 2 indicateurs qui sont les indicateurs principaux, les déterminants principaux à la création. Pour gagner sa vie, car les emplois sont rares. Donc, c'est un taux qui est relativement élevé de 43%, mais là, vous ne le voyez pas sur cette diapo, mais vous pourrez le voir dans le rapport. Il est quand même en nette diminution entre 2021 et 2022, puisqu'il était de l'ordre de 52% en 2021, et là, on est passé à 43%, ce qui peut être corrélé aussi à une forme de reprise de l'activité économique sur cette année-là. Et le deuxième déterminant de la création d'entreprise, donc c'est le souhait de s'enrichir, de créer pour pouvoir s'enrichir.
Enfin, les deux autres déterminants sont aussi intéressants. Alors, la motivation pour perpétuer une tradition familiale est plutôt faible en France. Elle est de 22%. Par rapport à d'autres pays qui ont une tradition d'entreprise familiale plus marquée, je pense notamment au Canada, aux États-Unis, à l'Allemagne ou au Japon. Et le dernier, déterminant, c'est-à-dire pour faire une différence dans le monde, créé pour essayer de peser dans l'écosystème global. Mais il y a seulement 23,7%, enfin 24% des entrepreneurs interrogés qui disent créer pour cette raison-là. Donc ça, c'est un résultat quand même qui interroge. Et qui doit être mis en perspective avec la volonté notamment des entrepreneurs à donner la priorité aux enjeux environnementaux et sociaux dans leurs activités commerciales. Alors, on va pouvoir lancer le débat suite à cette analyse de l'activité entrepreneuriale. Je ne sais pas si Sylvie, vous souhaitez démarrer? Sylvie, vous nous entendez? Excusez-moi, parce qu'à chaque fois je mets en muet, excusez-moi. Oui, tout à fait, je vous entends. Alors, en fait, sur ces résultats, alors, pour gagner sa vie, car les emplois sont rares, c'est étonnant parce que quand on connaît le contexte actuel, le chômage étant à un niveau très bas, les emplois sont pas forcément rares, mais peut-être que les emplois recherchés le sont, enfin en tout cas ceux qui sont espérés par les créateurs d'entreprises. Ensuite, mon commentaire, c'est sur les deux taux, en fait, les deux taux de 43% et 42%, donc les deux critères les plus importants pour s'enrichir et pour gagner sa vie, car les emplois sont rares, ça reste quand même des taux plus faibles, parmi les plus faibles du reste du monde, enfin des pays en fait observés. Donc il faut quand même les relativiser. Je trouve qu'il faut quand même les relativiser. Ils sont pas, c'est pas des objectifs qui ressortent comme par exemple des taux de Royaume-Uni 61%, les États-Unis 71%, où là vraiment c'est très très flagrant, voilà, c'est pour s'enrichir. Oui. Voilà, je modulerai en fait voilà la lecture de ces taux-là. Après, allô? Oui, on vous attend. On vous entend. Tout à fait. Et pour faire une différence, l'impact dans le monde, alors les 24%, on est le dernier de la classe, là, effectivement. Donc là, ça pose des questions sur effectivement la croyance de nos créateurs d'entreprises à pouvoir avoir un impact dans le monde. Oui. Ça serait intéressant vraiment de creuser en fait les extrêmes, en l'occurrence la France et les États-Unis, entre la déclaration de ces créateurs d'entreprises et la concrétisation en fait de l'impact. Oui, tout à fait. Très bien, merci Sylvie. Marie-Hélène, sur l'activité entrepreneuriale, est-ce que tu as des remarques, des commentaires à faire? De la même façon que Sylvie, je suis assez surprise notamment par le score de 24% pour faire une différence dans le monde, parce que effectivement aujourd'hui, c'est quand même, notamment chez les jeunes, l'une des principales motivations qu'ils apportent, c'est on veut changer le monde par l'entrepreneuriat et prendre en main un certain nombre de choses et faire bouger les comportements, apporter des solutions, etc. Donc, que là, dans l'enquête, ce ne soit pas affirmé comme une des principales motivations, c'est vrai que ça interroge. Concernant j'avais noté également, comme Sylvie, la différence sur le gagner sa vie et s'enrichir, où on est en retrait, enfin notamment pour s'enrichir, où on est très très en retrait par rapport aux pays anglo-saxons. Bien évidemment, c'est un fait culturel. On sait bien on affirme moins qu'ailleurs la volonté effectivement de devenir riche. C'est encore un gros mot parfois en France.
et ça peut aussi être un des facteurs d'explication de certains freins culturels à l'entrepreneuriat. Néanmoins, je m'interroge également sur le fait est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont affiché les deux motivations, parce que bon là on semble retrouver un entrepreneuriat par nécessité, donc tel qu'on le décrivait à l'époque, on crée son emploi parce qu'il est difficile de le trouver. On sait que c'est moins vrai aujourd'hui compte tenu de la baisse du chômage. Du coup, je rejoins parfaitement également ce qui a été dit sur est-ce que les emplois qui sont proposés correspondent bien à ce que l'on recherche. Et peut-être que c'est pour créer l'emploi dont on rêve que l'on va aller vers la création d'entreprise. La création d'entreprise devenant, dans ce cas-là, véritablement un facteur d'accomplissement personnel. On va aller se créer sa façon de travailler par l'entrepreneuriat. Voilà. Oui. Très bien, merci Marie-Hélène. On va poursuivre l'analyse avec, donc on a retenu 3 focus, entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat des jeunes, et ça nous permettra de reboucler sur le dernier point, notamment sur entrepreneuriat impact, puisqu'il y a un focus justement sur la question du développement durable. Justine? Donc, je reprends la main. Juste avant de parler de l'entrepreneuriat féminin, pour rebondir sur les questions dans le chat auxquelles je réponds, une petite précision pour tous les participants. En fait, quand nous administrons les questionnaires, ce sont des questionnaires qui sont identiques pour l'ensemble des pays participant à l'étude GEM. Donc, effectivement, parfois, vous avez des suggestions d'amélioration qu'on note, parce qu'on peut évidemment faire ces retours-là. Mais des fois, on est soumis aux questions qui nous sont données par le consortium et on doit les garder en l'état, notamment dans les formulations, pour assurer la comparabilité entre les pays. Donc, pour revenir à l'entrepreneuriat féminin maintenant, qui est notre focus, on va vous montrer dans un premier temps l'intention entrepreneuriale et l'activité entrepreneuriale entre hommes et femmes. Donc, on voit qu'au niveau de l'intention, on est à la parité, c'est-à-dire qu'on a autant d'hommes que de femmes qui souhaitent entreprendre. Et ça, c'est plutôt positif, d'autant que là, ce sont les chiffres de 2022, mais pour les femmes, on note une forte progression, à peu près 5% de plus entre 2021 et 2022. Il faut se rappeler que l'intention entrepreneuriale, c'est l'intention de créer une entreprise dans les 3 prochaines années. Donc, on peut imaginer que ça sera un élément très positif sur les années suivantes, sur le taux d'activité entrepreneuriale. Au niveau des entrepreneurs émergents, le pourcentage de femmes qui entreprennent et qui sont émergents reste stable. C'était 7% l'année dernière, c'est 7% cette année. Et l'écart se creuse un petit peu avec les hommes, puisque maintenant, les hommes, eux, sont un peu plus nombreux à avoir entrepris dernièrement. Donc, on a un écart de 4% qui reste à peu près le même que pour l'ensemble des pays du G7, l'écart entre hommes et femmes. Pour les entrepreneurs établis, on a là aussi une petite différence, seulement 2% de femmes et 4% d'hommes. L'écart diminue un petit peu. Mais effectivement, comme on le disait, c'est peut-être à mettre en lien avec le nombre de défaillances d'entreprises importantes cette année et qui a touché autant les hommes que les femmes. On peut s'intéresser ensuite à peut-être deux valeurs importantes au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Le sentiment de compétence dans un premier temps, et on voit que malheureusement, et ça a été mis en avant quand même dans pas mal de rapports sur l'entrepreneuriat féminin, les femmes se sentent toujours moins compétentes que les hommes pour entreprendre. On voit qu'il y a un écart de 10%. L'élément positif, c'est que cet écart se réduit. Il s'est réduit par rapport à 2021. Il était de 13-14% l'année dernière. Il est plus que de 10%. Donc, on a bon espoir qu'effectivement, des politiques publiques, la valorisation de l'entrepreneuriat féminin, on a vu que l'écosystème dans l'étude était plutôt très favorable pour l'entrepreneuriat féminin. Peut-être que petit à petit, ce gap va pouvoir se résorber. À l'image du gap entre hommes et femmes pour la peur de l'échec. On voit que les femmes sont un tout petit peu plus nombreuses à avoir peur de l'échec, c'est-à-dire un petit peu plus nombreuses, 42%, à ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat de peur d'échouer. Mais encore une fois, cet écart diminue et c'est valable. Alors là, on ne peut pas tout vous présenter et on vous encourage à aller lire le rapport, mais c'est valable pour un certain nombre d'indicateurs en fait. Même s'il y a toujours un gap entre hommes et femmes, ce gap a tendance à se réduire, ce qui nous laisse présager de bonnes choses pour l'avenir, notamment au regard de l'intention entrepreneuriale qui augmente. Enfin, on s'est intéressé aux différences de motivation entre hommes et femmes pour entreprendre. Alors, les différences ne sont pas énormes, mais on voit quand même que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à vouloir se rabattre sur l'entrepreneuriat pour gagner leur vie.
car les emplois sont rares, ou peut-être un petit peu moins nombreuses par contre pour s'enrichir. Et il y a une volonté chez les femmes visiblement de faire une plus grande différence, ou en tout cas d'avoir un impact au travers de l'entrepreneuriat. Très bien, merci Justine. Alors c'est intéressant de voir à la fois, c'est vrai que ces résultats, c'est dû en même temps, on a à la fois des éléments positifs et des éléments qui interrogent et des points d'amélioration. Donc à la fois, on va dire en termes d'attitude, de représentation, une évolution positive, mais pour autant, au niveau des actes, et notamment au niveau du taux d'activité entrepreneuriale, un écart, un gap qui reste quand même assez significatif. Marie-Hélène, comment justement sur ces sujets-là, qui sont des sujets majeurs, où il y a un engagement depuis de nombreuses années, notamment des pouvoirs publics, pour aller vers une égalité femmes-hommes, comment tu perçois justement ces évolutions, ces transformations, et est-ce que les chiffres qui sont donnés sont convergents avec l'idée que tu t'en faisais, ou au contraire, il y a des choses qui t'interpellent ici? C'est satisfaisant de voir que ça bouge, enfin, parce que c'est quand même le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Moi, j'ai l'impression qu'on y travaille depuis 30 ans. Le Fonds de garantie à l'initiative des femmes date des années 90. Et on voit que les chiffres montent, mais ils montent très, très faiblement. Donc, j'espère, comme vous, que ce qui est indiqué ici est l'annonciateur d'une évolution encore plus favorable pour l'entrepreneuriat des femmes, qui bouge vraiment très très faiblement quand même sur le terrain, même si on constate beaucoup de personnes dans les circuits de femmes, dans les circuits d'accompagnement. Donc, ce qui correspond à l'intention entrepreneuriale, et que par contre, au niveau du passage à l'acte, il y a quelque chose qui retient. Et cette peur de l'échec, notamment, qui est listée, paraît encore plus prégnante pour les femmes. Bon, il y a bien évidemment le facteur de la légitimité, où on sait que, ma foi, ça c'est sociétal. Je crois que effectivement, comme c'était indiqué dans l'enquête sur les experts, si on enseigne peut-être plus tôt dans les écoles l'entrepreneuriat, dans les collèges, dès le plus jeune âge, ça va contribuer aussi à l'éducation entrepreneuriale des filles, peut-être à faire évoluer de façon durable les choses. Ce qu'on constate, en fait, c'est des choses que l'on sait déjà depuis longtemps. Quand on voit que les femmes témoignent d'un intérêt plus particulier pour changer le monde, on sait qu'elles sont davantage dans les activités qu'elles créent, sur des activités consacrées au care. Et donc, c'est assez compréhensible. Je note avec intérêt la perpétuation d'une tradition familiale. On a effectivement constaté que les femmes commencent à n'hésitent plus à reprendre des activités, même sur des métiers extrêmement masculins. Donc, en termes de reprise, on voit que les femmes qui ont été élevées dans un environnement entrepreneurial et au sein d'entreprises n'hésitent pas à les reprendre. Et donc, on voit bien aussi cet effet de la préparation préalable et de l'environnement familial et de l'environnement sociétal. Après, il y a, me semble-t-il, mais plus largement, un problème par rapport au statut de l'entrepreneur, qui fait craindre à la femme d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui le précariat. L'entrepreneuriat, et c'est peut-être aussi notre responsabilité à nous, les accompagnants, on l'a facilité par des statuts comme l'auto-entrepreneuriat, dans lequel sont engouffrées les femmes. Mais par contre, effectivement, on n'a peut-être pas apporté des éléments de soutien supplémentaires pour faire en sorte que ça puisse être vraiment un facteur d'émancipation. Bon,
D'accord. Très bien, merci Marie-Hélène. Sylvie, comment vous percevez ces évolutions, ces transformations? Alors, nous, ça adresse énormément de sujets qu'on traite au sein de la Fondation MMA. Oui. Donc globalement, comme Marie-Hélène, on peut se réjouir effectivement qu'il y ait des évolutions positives dans l'entrepreneuriat au féminin. Les résultats qu'on observe se recoupent avec notamment, par exemple, une étude qui a été faite par BPI en fin d'année 2022 sur l'entrepreneuriat au féminin et sur l'accès, par exemple, à l'entrepreneuriat, l'accès au financement, par exemple, où les femmes ne rencontrent pas plus, enfin en tout cas c'est ce qu'elles disent, pas plus de difficultés que les hommes, ou très peu, la différence est faible. Là où ça m'interpelle parce que c'est aussi un sujet du moment, c'est concernant ce sentiment de compétence qui renvoie à ce fameux sujet de la confiance en soi. Et là, il y a une étude très intéressante qui vient de sortir, justement une étude mondiale sur la comparaison, sur la confiance des femmes, très intéressante. Qui bouscule complètement les idées reçues sur le sujet. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais voilà, ce sujet des sentiments de compétence et de confiance en soi, on voit bien qu'il reste un des sujets qui fait la différence entre les hommes et les femmes. Et moi, finalement, pour la peur de l'échec, moi, je lis la confiance en soi, compétence et peur de l'échec, et de je le lis. Ensuite, sur le sujet de la transmission familiale, c'est pareil, on travaille avec Transmission Lab sur ce sujet de la transmission d'entreprise aux femmes ou par des femmes. On est en train de faire une étude sur ce sujet-là. Et ce qu'on peut... ce qu'on verra sans doute, c'est que ce qui existait il y a des années... où on ne transmettait ni aux filles ni aux gendres. Voilà, heureusement, les choses changent et on transmet les entreprises aux femmes. Et voilà, donc ça, c'est très, très bien. Un autre, j'en profite en même temps, une autre idée reçue, c'est sur les activités, les secteurs d'activité. On ne le voit pas là, mais les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité, y compris l'industrie et le BTP ou le transport, et ne sont pas que dans les secteurs du service, comme on le caricature souvent. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qu'elles investissent tous les secteurs d'activité. Voilà ce que je pouvais en dire. Après, pour faire une différence dans le monde, la différence, on l'aperçoit aussi sur d'autres études, l'étude de PPI notamment dont vous parlez. C'est clair, il y a une différence. Les femmes sont légèrement plus portées sur la RSE que les hommes. Voilà, il y a l'envie d'une construction, d'une aventure humaine et respectueuse de l'environnement. Et donc, la différence qui est notée ici, on la retrouve aussi. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Cette question justement du focus et des différences qu'il peut y avoir selon les publics, c'est un vrai sujet pour le Global Entrepreneurship Monitor qui publie un rapport dédié d'ailleurs également à l'entrepreneuriat féminin, qui est un rapport en anglais et qui est disponible sur le site, si vous souhaitez en savoir aussi un peu plus sur ce sujet. Alors, le deuxième focus qu'on a proposé cette année, on n'avait pas traité l'année dernière, c'est la question des jeunes. On voit bien effectivement dans le regard qu'ont porté les experts que la situation est plutôt favorable et finalement, on a essayé de regarder ce qui se passait au niveau de l'intention, du comportement, et on voit effectivement des différences très significatives selon l'âge notamment. Donc, on voit clairement que les jeunes sont caractérisés par une intention qui est beaucoup plus élevée. Notamment pour les classes d'âge 25-34 ans, on voit bien qu'il y a, on va dire, trois populations qui se dessinent, les plus de 35 ans et cette cible-là qui s'est intéressée finalement et c'est lié au travail qui a été fait notamment auprès des plus jeunes, puisque souvent c'est des personnes
ont été formés, qui ont pu développer des projets pendant leurs études. On voit également le succès de l'apprentissage qui permet à des étudiants de monter en compétences, de développer des réseaux, d'être mis en situation. Et comme le soulignait Marie-Hélène, c'est vrai que les obstacles qu'il y avait hier ne sont plus tout à fait des obstacles aujourd'hui, puisque beaucoup des créateurs ont déjà testé, ont déjà expérimenté de l'entrepreneuriat ou du salariat pendant leurs études, ce qui explique effectivement ce décalage très marqué au niveau de l'intention, mais aussi au niveau du comportement, avec des taux de transformation qui sont proches pour les deux dernières catégories d'âge. Alors, ce qui est aussi intéressant dans les résultats, et qui est peut-être aussi un peu surprenant, parce que pendant très longtemps, on a considéré que le capital social des plus jeunes était en retrait par rapport à leur aîné. Ici, on voit que les choses évoluent très favorablement, puisque les plus jeunes ont un accès, on va dire, privilégié à d'autres créateurs, directement ou indirectement. Et on peut penser notamment au rôle des réseaux sociaux, au rôle de certains influenceurs qui finalement ont pu évoluer. Alors, j'ai un petit problème sur le partage d'écran, pardon. Et notamment le fait que on a aujourd'hui des communautés sur les réseaux sociaux qui échangent sur leurs pratiques entrepreneuriales, et donc ça crée du lien et ça permet effectivement à des personnes, directement ou indirectement, de pouvoir partager ces expériences. Autre élément très positif, c'est la capacité qu'ont les jeunes aussi à penser le monde de demain. Et on voit qu'ils ont une capacité plus forte à percevoir les opportunités sur d'autres indicateurs liés à l'innovation, à la vision. On voit également que les jeunes se distinguent positivement. En revanche, ils sont finalement un peu plus en retrait sur la question du sentiment de compétence. Donc on peut assez bien le comprendre. Et c'est peut-être aussi un peu surprenant, on aurait pu imaginer des chiffres un peu différents sur la peur de l'échec. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une attention sur les risques liés au projet. Après, il faut relativiser bien évidemment ce chiffre, puisque ce qui est mesuré ici, c'est la peur de l'échec pour les personnes qui perçoivent des opportunités. C'est pas pour l'ensemble de la population, d'une part. Et si on lit les chiffres différemment, on voit que 57% des jeunes n'ont pas peur de l'échec et 60% pour leur aîné, ce qui reste quand même finalement une attitude très positive par rapport à la prise de risque. Autre élément intéressant, c'est les motivations finalement, et on voit que finalement, même si la hiérarchie est à peu près la même, mais les niveaux sont très différents. On évoquait on va dire presque ce biais psychologique et du rapport à l'argent qu'on peut avoir en France, qui fait qu'on a peut-être tendance à ne pas affirmer le fait qu'on s'engage pour s'enrichir dans l'entrepreneuriat. Je dirais que les jeunes n'ont pas ces scrupules, n'ont pas ces barrières-là, et expriment leur intérêt pour l'entrepreneuriat aussi, pour s'enrichir. Et je pense que c'est aussi à mettre en perspective avec une forme d'image de l'entrepreneuriat qui est associée, par exemple, au monde de l'influence, qui croise à la fois la dynamique entrepreneuriale. Il y a un classement de Forbes, justement, qui tient compte de l'audience, mais aussi du potentiel d'enrichissement de ces entrepreneurs. La question finalement de l'emploi, là aussi, n'est peut-être moins surprenante dans le sens où on a un marché de l'emploi qui est reparti, qui est assez dynamique, et finalement, c'est pas forcément une problématique majeure pour les plus jeunes, et c'est pas l'élément qui explique le plus leur engagement entrepreneurial. Ce qui est là aussi un élément positif et qui nuance ce que nous avions dit pour la population générale. Pour les plus jeunes, faire une différence dans le monde, oui, ça compte. C'est un déterminant important, et à l'inverse, perpétuer une tradition familiale est beaucoup plus en retrait. Donc, on voit des choses très différentes selon ce critère de l'âge, avec une énergie très positive, un engagement très positif, et en particulier sur cette tranche d'âge des 25-34 ans.
Alors, puisqu'on arrive au terme de la présentation de ce focus, vous redonnez tout de suite la parole. Je vais démarrer avec vous, Sylvie, sur justement la place des jeunes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que là aussi, ça correspond ou il y a des choses qui vous paraissent un peu contre-intuitives? Non, en fait, je n'ai pas été surprise. Ça reflète, c'est très encourageant. En tout cas, ça reflète une dynamique entrepreneuriale, le fait que voilà, l'entrepreneuriat n'est plus réservé à une certaine cadre, que c'est ouvert. Donc, il y a une démocratisation de l'entrepreneuriat et ça on voit et je trouve ça super. Donc, je trouve que ça reflète une dynamique, une envie des jeunes et c'est très, très encourageant. Donc, ça rebondit. Pour rebondir sur la proposition que vous faites à la fin de descendre au niveau du primaire, voire encore plus bas, pour promouvoir l'entrepreneuriat, mais on voit bien que les politiques ont déjà donnent déjà des résultats. Je rebondirai également sur la partie d'apprentissage. Vous l'évoquez. Je pense que il doit y être aussi pour beaucoup dans cette vision de l'entrepreneuriat par les jeunes, avec l'ouverture à plus finalement la possibilité via l'apprentissage. Donc voilà, pas de surprise voilà, plutôt ravi de lire cette dynamique entrepreneuriale chez les jeunes. D'accord, très bien, merci Sylvie. Marie-Hélène, ton micro est coupé, Marie-Hélène. Oui, pas grand-chose. Donc, en fait, c'est amusant de constater qu'ils déclarent connaître donc des entrepreneurs, effectivement, et comme tu dis, peut-être que dans la différence avec la connaissance envisagée par les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs plus âgés, il y a la notion de est-ce que je connais réellement par rapport à si je l'ai croisé sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas forcément de la connaissance. On retrouve un certain nombre de choses qui sont amusantes quand on travaille avec les jeunes, comme vous pouvez le faire dans les universités, à savoir, c'est ces choses donc effectivement totalement décomplexées par rapport au fait de devenir riche éventuellement, cette envie malgré tout de changer le monde qui est supérieure, même si finalement 31%, on pourrait penser que c'est beaucoup plus, mais on voit que c'est quand même bien plus que les autres. Voilà, donc effectivement des facteurs positifs et enthousiasmants qui ouvrent des perspectives pour l'avenir. Très bien, merci beaucoup Marie-Hélène. Je vais tout de suite redonner la parole à Justine avec un focus dédié à l'entrepreneuriat durable, qui est notre dernier focus et qui sera notre point de conclusion aussi. Ok, merci Karim, mais c'est Sophie qui va reprendre la main. Pardon. C'est pas grave. Sur ce focus, du coup, on va peut-être pouvoir mettre un peu en perspective le résultat qui nous interrogeait tout à l'heure, notamment celui de la motivation des entrepreneurs et de ce taux relativement faible pour faire une différence, créé pour faire une différence. Alors, on a posé la question auprès de nos experts. Et on a posé la question aussi à la population. Donc, que pensent les experts de cette question? Alors, dans un premier temps, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils considèrent que les entreprises émergentes ou les entreprises en croissance sont nombreuses à intégrer les principes de RSE dans leurs activités commerciales. Donc là, on peut voir, puisqu'on a une comparaison internationale, que la France a été classée par nos experts en première position justement sur cette intention et sur cette intégration des principes RSE dans leurs activités. Donc, ce qui est plutôt un élément positif de la démarche. Et par ailleurs, ils ont noté un autre élément qui est le fait que les entreprises voient ces enjeux environnementaux comme une opportunité. Donc, ça nous laisse aussi, ça confirme l'idée que l'entrepreneuriat durable n'est pas simplement une réponse contrainte
face aux défis climatiques, sociaux, sociétaux, et que les entreprises peuvent se saisir aussi de ces problématiques et de ces dispositifs pour en retirer une opportunité. Donc ça, ce sont les éléments qui ont été mis en évidence par notre panel d'experts. Alors, à l'inverse, comment les entrepreneurs envisagent justement les enjeux RSE pour leur propre entreprise? Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous retranscrire ici. Donc, on a 3 constats principaux. Le premier constat, c'est qu'on constate un décalage entre la prise en compte des enjeux RSE et leur mise en œuvre, la mise en pratique, en fait, le passage à l'acte au sein de l'entreprise. Donc, il y a une espèce de confrontation au réel, c'est-à-dire que même les entrepreneurs les plus motivés sont confrontés à une forme de complexité dans la mise en œuvre de ces pratiques RSE au sein de leur entreprise, peut-être un manque de référentiels ou en tout cas d'outils qui sont aisément disponibles pour pouvoir les mettre en pratique dans leur entreprise, et aussi la rareté des ressources qu'ils peuvent engager pour la mise en place de ces dispositifs. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qu'on peut émettre, c'est que cette mise en œuvre, justement, elle est beaucoup moins forte chez la population des entrepreneurs émergents. Là, on voit que le gap, le différentiel entre la prise en compte de ces enjeux et leur mise en œuvre pour les entrepreneurs émergents, concernant les questions environnementales, on passe de 74% à 27%. Et pour les questions sociales, on passe de 74% à 19%. Dès lors que le produit ou le service n'a pas pour objectif de répondre à un enjeu environnemental, ce qu'on constate, c'est que ce sont les préoccupations économiques qui prédominent. Et en même temps, c'est pas véritablement étonnant parce que les entrepreneurs émergents, ce sont des entrepreneurs naissants, donc des entrepreneurs qui démarrent leur activité entrepreneuriale. Et on sait que cette phase de démarrage de l'activité entrepreneuriale, c'est une phase de fragilité pour l'entreprise. Et donc, les préoccupations RSE sont en second plan et ce sont les préoccupations économiques qui prédominent pour ces entrepreneurs. Et après, elles peuvent arriver néanmoins plus tard. D'ailleurs, on le constate pour les entrepreneurs établis, soit par l'impulsion du dirigeant ou de l'entrepreneur lui-même, soit face à la pression aussi des parties prenantes qui obligent d'une certaine façon les entrepreneurs à mettre en place ce type de pratique. Et puis enfin, dans le troisième constat quand même, c'est que on constate une priorité donnée aux enjeux environnementaux plutôt qu'aux enjeux sociaux. Et une nouvelle fois, cet écart est encore plus marqué chez les entrepreneurs émergents. Et ça peut aussi s'expliquer par cette phase de démarrage où quand on démarre son activité entrepreneuriale, les questions RH sont pas la priorité, simplement aussi en lien avec l'effectif de l'entreprise qui va tendre à croître au cours de la vie de l'organisation. Eh bien, merci Sophie. Marie-Hélène, cette question du développement durable et ce gap qu'il peut y avoir finalement entre intention et action, comment tu perçois cette situation? Je crois que Sophie l'a bien dit, en fait. C'est vrai qu'il y a un rattrapage de la réalité par rapport aux intentions et aux ambitions. Je pense que à nous, les structures d'accompagnement aussi, accompagner la prise en compte du fait que répondre à des enjeux environnementaux ou sociaux, ça peut être aussi facteur de succès économique. Et peut-être qu'on n'est pas suffisamment clair là-dessus. Et ça expliquerait que on croit qu'on l'est, et on a dit dans l'enquête des experts que ça pouvait être des opportunités également. Dans la traduction, les messages qu'on peut faire passer, les éclairages qu'on peut donner à nos entrepreneurs naissants, c'est peut-être pas aussi évident. Après, c'est vrai que le différentiel entre l'environnement et le social, on sent bien que quand on parle aux gens, quand on parle de développement durable, ils ont plus en tête effectivement les aspects environnementaux.
On a heureusement aujourd'hui, on a quand même les outils, des incubateurs d'innovation sociale, on a des statuts juridiques qui permettent beaucoup plus facilement qu'auparavant d'envisager la prise en compte différente du social. Donc, ben voilà, soyons positifs là aussi. On va dans le bon sens. D'accord. Très bien. Merci Marie-Hélène. Sylvie, comment vous voyez justement cette évolution? Alors, plutôt positivement ou un peu décevant? En fait, je pense que, comme disait Marie-Hélène, en fait, la réalité revient en fait quand on est les pieds dedans. Nous, ce qu'on voit à la fondation, en fait, c'est quand même que il y a une vraie prise de conscience, bien entendu, et de toute façon, elle est aussi réglementaire, de s'intéresser à ces sujets-là, mais que il y a une interrogation sur la méthode. Voilà. Donc, on est tous conscients, les entrepreneurs sont conscients qu'ils ont un rôle en fait dans toute le RSE en fait. Ils en sont conscients. Mais une fois qu'on a mis les panneaux photovoltaïques, qu'on a descendu le chauffage à 19 et la clim à 26, j'exagère, mais en fait, et notamment dans l'industrie, en fait, les TPE, les PME, c'est pas facile pour toutes, et il peut y avoir des messages très alarmants, très alarmistes, qui lient ces sujets RSE à une décroissance. Et donc, il y a besoin d'avoir des référentiels et des outils pour les accompagner. Bien sûr. D'accord. Très bien, merci. On voit effectivement que cette question, ça nous permet d'arriver au point de conclusion, justement de l'accompagnement. C'est une des préconisations que nous avions pour réduire le gap entre intention, et c'est notamment de faire évoluer l'accompagnement et peut-être aussi la compétence. Il y a une question aussi d'un savoir-faire dans l'accompagnement et de méthodes, d'outils à concevoir et à inventer. Donc, c'est aussi un champ intéressant qui offre des perspectives. Donc, on retrouve, si vous voulez, dans les propositions, et c'est un peu le point de conclusion, les différentes thématiques. Donc, un travail sans doute à faire. Si on revient à la première proposition, on a suggéré, pourquoi pas des assises sur l'éducation entrepreneuriale au primaire, au collège, parce qu'il existe énormément d'initiatives très intéressantes, mais voir comment on peut coordonner, voire généraliser un certain nombre de choses, créer peut-être plus de coordination, comme ça a été fait au niveau de l'enseignement supérieur. Pour la question de l'entrepreneuriat féminin, on voit bien que il y a une problématique qui n'est plus forcément une problématique de représentation, mais vraiment de passage à l'acte, avec des objectifs qui doivent être ambitieux. Et on a fixé un objectif de taux de l'activité entrepreneuriale émergente à 10%. Il y avait eu en 2017 des objectifs qui ont été fixés dans le cadre de l'égalité hommes-femmes sur 40%, notamment pour les entreprises innovantes. On voit qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et donc, il y a sans doute des objectifs ambitieux et des moyens à mettre en œuvre, et peut-être, là aussi, en matière d'accompagnement, peut-être repenser un certain nombre de pratiques, voire de dispositifs. Et le vrai et un des gros chantiers importants, notamment dans les perspectives de développement des entreprises émergentes, c'est encourager, notamment au niveau de la commande publique, faciliter cette commande publique pour les plus petits acteurs, et en particulier pour un certain nombre de startups et d'entreprises émergentes qui passent à côté d'un certain nombre de marchés. Donc, il y a certes une volonté au niveau peut-être national, mais plus difficile à mettre en œuvre au niveau local. Et c'est comment on peut encourager, faciliter, peut-être avoir des indicateurs, puisque ça a été fait vous l'avez évoqué sur la question du financement, où aujourd'hui
il y a aussi une forme de transparence qui fait que les acteurs du financement sont obligés de communiquer des informations sur la parité dans l'octroi de crédit. On pourrait, pourquoi pas, avoir un indicateur peut-être plus transparent, indiquant le taux d'accès des TPE, PME notamment à la commande publique et notamment au niveau local, ce qui serait peut-être une incitation aussi forte et à discuter. Donc, on va essayer peut-être, et Justine a été à la manœuvre de répondre au fil de l'eau. Est-ce que Justine, il y a des questions, on va dire, qui émergent, qui convergent, sur lesquelles on peut essayer de réagir collectivement? Alors, j'ai à peu près répondu, je l'espère, à l'ensemble des questions. On a eu pas mal de remarques sur les motivations que nous avons présentées avec des propositions pour élargir en fait les propositions peut-être ou reformuler. Alors c'est vrai que c'est un petit peu délicat pour nous, mais j'ai bien tout noté. Et puis on peut aussi essayer de faire évoluer le consortium, puisqu'on ne peut pas nous faire évoluer juste au niveau France les questions, sinon on perdrait la possibilité de comparer. On a eu aussi des petites remarques sur à la fois le fait que dans le contexte actuel, c'était un petit peu étonnant d'entreprendre parce que les emplois sont rares. Mais je pense qu'on a apporté des éléments de réponse et puis aussi se rappeler que l'étude a été menée en 2022. Donc, des participants, on leur a posé la question en mai-juin 2022 et on a posé la question aux créateurs d'entreprises qui, donc, avaient potentiellement déjà créé, ce qui peut ramener un petit peu plus en arrière. Beaucoup de réactions aussi sur l'entrepreneuriat de nécessité, qui était avant mesuré tel quel par GEM et qui maintenant est fondu finalement au travers des 4 motivations. Puisque gagner sa vie parce que les emplois sont rares peut renvoyer à l'entrepreneuriat de nécessité, c'est effectivement quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et peut-être Karim, tu pourras en dire un mot. Et enfin, on a eu des réactions aussi sur la peur de l'échec chez les femmes, surtout liées aussi à la charge familiale et au fait que les femmes se sentent responsables de la famille et ont en fait peur de s'engager et de faire peser ce poids-là sur la famille. C'est effectivement quelque chose qu'on avait discuté dans le rapport 2021 qui a déjà été bien mis en lumière à la fois dans la littérature et dans les travaux institutionnels. Et là, je vois en direct deux autres questions. Je vais peut-être vous les partager. La vision des projets entrepreneuriaux et l'acte entrepreneurial ne serait-il pas une fois encore lié à la motivation entrepreneuriale des porteurs? Nécessité versus opportunité, en fait, ça recoupe ce que je viens de dire, encore des discussions sur peut-être de notre côté creuser cette question dans les années suivantes sur nécessité versus opportunité. Oui. Alors simplement, c'est vrai que c'est un choix qui a été fait par GEM de supprimer finalement cette dichotomie en considérant que même dans l'entrepreneuriat de nécessité, et c'est ce qu'on a essayé aussi d'étudier avec mon collègue Walid Nakara, c'est notamment de voir qu'il pouvait y avoir de l'innovation. Et on se rend compte qu'effectivement, en particulier dans le contexte français pour l'entrepreneuriat des personnes en situation de pauvreté, on avait identifié entre 20 et 30% de projets qui avaient une dimension très innovante. Et donc, c'est vrai que cette frontière-là était très discutée, à amener à revoir. Mais ça reste quand même, effectivement, quand on analyse aussi la situation entrepreneuriale, une grille de lecture qui reste intéressante. On arrive, il me semble, au terme, puisque on s'était fixé 18 heures, je pense qu'on a un peu débordé. Est-ce que Marie-Hélène, Sylvie, vous souhaitez apporter, notamment par rapport au retour que nous a fait Justine, des éléments de réponse et peut-être un mot de conclusion? Bon, Sylvie? Oui, en complément de réponse, je pense qu'on a déjà pas mal répondu, donc je vais pas vous paraphraser. Ensuite, sur l'étude, moi je la trouve vraiment passionnante. Il y a effectivement des enseignements très intéressants et vos propositions vont vraiment dans le sens. On voit que les propositions que vous avez faites les années précédentes et qui pour certaines ont été suivies, ont été suivies des faits aussi.
On voit bien que ça évolue, notamment l'entrepreneuriat des jeunes, par exemple. On voit que les choses bougent au niveau des femmes également. Donc, globalement, de cette étude, ce que je ressors, c'est que, et c'est pour revenir au premier chiffre du départ, là, il y a une belle dynamique entrepreneuriale en France. Moi, je la vois sur le terrain, et les choses bougent, et on favorise l'entrepreneuriat. On peut toujours faire mieux, et il y a encore plein de choses à faire. Enfin, voilà, il y a une belle dynamique entrepreneuriale en France. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Marie-Hélène, pour le mot de la fin. Oui, très rapidement. Donc, effectivement, c'est toujours très intéressant de voir vos travaux sur l'évolution de l'entrepreneuriat sur le terrain. Ça conforte nos travaux à nous, les accompagnants, et c'est vrai que donc du coup, à Procréa, où on regroupe des acteurs de l'accompagnement, c'est toujours pour nous une source d'inspiration. Donc, des choses très positives sur cette dynamique entrepreneuriale. Des choses aussi qui nous conduisent à remettre notre réflexion sur la table, sur effectivement l'accompagnement des marchés. Je pense qu'il y a aussi des choses à faire. Donc, à nous les liens entre grands groupes et petites entreprises, par exemple, des actions collectives qu'on pourrait mener. On voit que l'accélération pour les startups en matière qui accompagne les entreprises jusqu'au marché, jusqu'au premier client, il y a peut-être des choses effectivement à faire. Donc, voilà, il y a plus qu'à. Merci à la recherche de nous nourrir encore une fois. Très bien, et merci aux acteurs, notamment de l'accompagnement, de nous offrir ces terrains et ces champs de discussion, d'échange qui alimentent aussi la production de connaissances. Et on sera ravis de participer à Procréa début septembre à 7 pour interagir, pour continuer à présenter nos travaux, et bravo pour cette belle initiative. Donc un grand merci à vous deux notamment, donc Sylvie Bonello de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, et Marie-Hélène Gerbeau-Grimoin, fondatrice de Procréa. Donc un grand merci à Sophie et Justine, et en particulier la gestion du chat en direct. Bravo pour ces retours sur cette thématique qui est particulièrement riche. Et on en profite pour remercier l'ensemble des experts qui ont participé à ces études et qui viennent là aussi à partager leur représentation. Et on est ravis d'avoir pu réunir toute cette communauté passionnée d'entrepreneuriat. Donc merci aux participants de ce webinaire, et on se retrouvera sans doute pour d'autres aventures autour de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement entrepreneurial et des écosystèmes. Je vous remercie.